Pendant des années, l'image d'Adolf Hitler s'est construite par un mélange de discours manipulés, de manœuvres politiques et de dissimulation intentionnelle d'aspects gênants de sa personnalité. On le présentait comme un dirigeant déterminé à remonter le moral du pays et à purifier l'Allemagne, mais on occultait des détails essentiels de sa vie privée et de ses propres contradictions. À partir des années de guerre, et bien après, des rapports officiels, tels que des études psychologiques commandées par les services de renseignement américains, ont commencé à examiner des aspects plus intimes et méconnus d'Hitler. Peur, habitudes étranges, obsessions et manies qui ne correspondaient pas à l'image de leadership ferme qu'il cherchait à véhiculer au monde. Bien que certains détails aient été révélés au fil du temps, la plupart d'entre eux sont restés cachés sous une couche de théâtre et de contrôle. Que reste-t-il encore du véritable Hitler sous le personnage qu'ils ont construit? Numéro 20. L'artiste frustré qui a fini par vivre comme un clochard. Adolf Hitler était un élève médiocre. En 1904, à seulement 16 ans, il abandonna l'école sans autre mérite qu'une mention en dessin. C'était sa seule compétence. Pendant les 3 années suivantes, il ne chercha ni emploi ni études. Il erra sans but dans Linz, ne dessinant que de temps en temps dans ses carnets. Il dira plus tard que ces années furent les plus heureuses de sa vie. Il se rendit ensuite à Vienne avec l'idée de devenir artiste. Il aspirait à entrer à l'Académie des Beaux-Arts. Il présenta ses œuvres au concours d'entrée, convaincu de ses compétences. Mais il échoua. Ce fut un coup dur. L'année suivante, il revint avec plus de pratique, mais le résultat fut encore pire. Non seulement il fut à nouveau refusé, mais il fut interdit de postuler. Un de ses professeurs lui recommanda de se lancer dans l'architecture, voyant que ses dessins se concentraient sur des bâtiments et non sur des personnages. Mais sans diplôme d'études secondaires, cette option était impossible. Sa voie était soudainement fermée. Il était tellement sûr de réussir que ce refus fut un choc. Au lieu de rentrer chez lui, il décida de rester à Vienne. Il ne voulait pas rentrer les mains vides. Bien qu'il décrive la ville comme un mélange insupportable de cultures, il savait aussi que c'était un centre artistique de renommée mondiale. Il n'était pas prêt à abandonner son rêve à cause de ce qu'il considérait comme le jugement biaisé de professeurs juifs. Avec le temps, il en vint à croire que c'était un professeur juif qui l'avait rejeté. Des années plus tard, déjà au pouvoir, il ordonna l'élimination de plusieurs membres de cette même académie lors de l'occupation de l'Autriche. À cette époque, il vivait pratiquement sans ressources. Il gagnait un peu d'argent en déneigeant, en aidant à porter les bagages à la gare ou en travaillant occasionnellement sur des chantiers. Il mangeait dans les soupes populaires et dormait dans des abris publics ou en plein air. Malgré cela, il ne cessa jamais de peindre. Il pensait qu'un jour, peut-être, il rencontrerait un artiste influent qui l'aiderait. Il passait donc des heures dans les cafés fréquentés par les peintres, sans toutefois se faire un nom dans ce milieu. Durant ces années, il produisit plus d'1 millier de dessins, aquarelles et peintures. Au fil du temps, sa situation s'améliora légèrement. Il parvint à subvenir à ses besoins exclusivement grâce à la vente de cartes postales et de tableaux représentant des vues de Vienne. Nombre de ses acheteurs étaient des marchands juifs. Malgré cela, son ressentiment à leur égard grandit. Il reconnut plus tard que c'est à Vienne que sa haine des Juifs commença à prendre forme. Ce préjugé lui servit également d'excuse pour éviter le service militaire, refusant de servir aux côtés des Slaves ou des Juifs. À son départ de Vienne, il raconta que cette ville avait été la période la plus difficile, mais aussi la plus formatrice de sa vie. Il y était entré jeune homme sans but précis. Il en était reparti solitaire, avec des idées arrêtées et de plus en plus radicales. Numéro 19. L'amoureux des animaux, qui a ordonné que des millions de personnes soient tuées. Adolf Hitler adopta un régime alimentaire à base de plantes, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Son penchant pour ce type de régime, a-t-on suggéré, était lié à la pensée du compositeur Richard Wagner, qui associait le renouveau spirituel allemand au végétarisme. Malgré des divergences entre ceux qui affirmaient qu'Hitler évitait la viande et ceux qui soutenaient qu'il ne le faisait que partiellement, la vérité est que, vers la fin de sa vie, il se présentait comme un végétarien convaincu. Dans ces dernières années, il réprimandait ceux qui mangeaient de la viande, soulignant qu'ils mangeaient des restes d'animaux morts. Dans son livre autobiographique, il évoquait son appréciation des animaux comme un signe de sa supériorité morale.
Il croyait également qu'une alimentation végétale contribuerait à améliorer la santé individuelle et à la régénération spirituelle du peuple. Cependant, certains rapports indiquent qu'il consommait encore occasionnellement des produits d'origine animale dans les années 1930. Plusieurs publications le présentaient comme un exemple de respect des animaux. Un magazine du mouvement réformiste allemand le décrivait comme un farouche opposant à la torture animale et à la vivisection. Selon les témoignages recueillis par Hugh Trevor Roper, Hitler se qualifiait de végétarien et affirmait qu'à l'avenir, l'humanité cesserait de manger de la viande. Même lors de rencontres privées, il mentionnait qu'il ne pouvait partager de viande avec les dirigeants arabes en raison de ses convictions. Dans ses conversations privées, il soulignait souvent les vertus des légumes, des fruits et des céréales crues, les recommandant même aux enfants et aux soldats. Il lui arrivait de couper l'appétit de ses compagnons en racontant des scènes d'abattoirs dans le but de les dissuader de consommer des produits animaux. Selon B. Wilson, lorsqu'il constatait le malaise des autres, il en profitait pour les accuser de faiblesse et d'hypocrisie. Un rapport anglais, publié en 1938 sur sa résidence alpine, décrivait sa cuisine comme regorgeant de fruits et de légumes et soulignait ses exigences. Son cuisinier préparait des plats sans viande, également agréables à regarder. Selon Goebbels, Hitler consacra de longs discours à la promotion du régime végétarien tout en reconnaissant qu'il ne pouvait être imposé comme politique générale pendant le conflit. Il espérait néanmoins le mettre en œuvre après la guerre. Martin Bormann fit construire une serre à Berchtesgaden pour assurer un approvisionnement constant en fruits et légumes. Il évitait également l'utilisation de cosmétiques, car ils contenaient des ingrédients d'origine animale, et se moquait d'Eva Braun pour leur utilisation. Léon Degrelle, officier SS, se souvenait qu'il rejetait la viande de mammifères et de poissons, n'acceptant que les œufs, car il n'impliquait pas l'abattage direct de l'animal. Des preuves suggèrent que son alimentation était influencée par ses problèmes digestifs. Dès son plus jeune âge, il souffrait de maux d'estomac, de transpiration excessive et de flatulences. Dans des lettres privées, il expliquait préférer les fruits et les légumes pour se sentir mieux. Il craignait également de développer un cancer, maladie dont sa mère mourut. Cependant, certains experts affirment qu'Hitler n'était pas un végétarien strict. La British Vegetarian Society rapporta que les associations végétariennes en Allemagne furent fermées sous son régime, bien que pour des raisons davantage politiques que alimentaires. Des auteurs comme Robert Payne soutiennent que le mythe du végétarisme était une invention de propagande. Des témoins comme la chef Dionne Lucas affirment l'avoir vu manger de la viande. Sa secrétaire, Traudl Jung, disait qu'il évitait les produits d'origine animale, mais son cuisinier incluait secrètement du bouillon ou de la graisse, ce qui lui causait souvent des désagréments physiques. Sa nutritionniste, Marlène von Exner, ajoutait de la moelle osseuse à ses plats. Son médecin personnel, Théodore Morel, lui faisait des injections quotidiennes de composés dérivés d'organes animaux, comme le foie, les glandes et le placenta. Bien qu'il se considérât végétarien, son alimentation était loin d'être entièrement végétale. Numéro 18. Il a pleuré sa mère et a ensuite séparé des millions de sa propre mère. Adolf Hitler était resté aux côtés de sa mère tout au long de sa maladie. Clara, atteinte d'un cancer du sein, était soignée à domicile tandis que son fils s'occupait des tâches ménagères et était attentif à chaque détail. La maladie progressa rapidement et douloureusement. Lui, alors adolescent, sans éducation ni emploi, passait presque tout son temps à ses côtés. À la mort de Clara, il fondit en larmes. Certains témoins se souvinrent qu'il n'avait pas pu se contenir, même pendant les funérailles. Il resta silencieux une grande partie de la journée et ne voulut parler à personne pendant des semaines. Ce fut l'une des rares occasions où il manifesta ouvertement son affection. Tout au long de sa vie, il ne parla pas souvent d'elle, mais lorsqu'il le fit, ce fut sur un ton solennel et respectueux. Cette perte le marqua à jamais. Il ne renoua plus jamais de lien similaire avec qui que ce soit. Il entretenait des relations distantes avec ses sœurs, sa belle-mère et les femmes qu'il avait rencontrées à l'âge adulte. Ses proches remarquaient sa froideur émotionnelle à une exception près, le souvenir de sa mère. Il ne la mentionnait pas pour provoquer la pitié ou comme excuse. Elle était, tout simplement, quelqu'un qu'il avait profondément aimé. En revanche, des années plus tard, c'est le même homme qui a ordonné les déportations massives de familles entières. Il a systématiquement séparé les mères de leurs enfants dans les gares et sur les rampes de tri.
Durant l'opération d'expulsion de communautés entières, il n'a montré aucun signe de remords. Les décisions ont été prises rapidement et sans contact personnel. Il ne s'est pas rendu sur place, n'a entendu ni cris ni larmes. Il a simplement signé des ordres ou donné des instructions depuis des bureaux hermétiquement clos. Les femmes étaient envoyées d'un côté, les enfants d'un autre. Certaines étaient transférées de force, d'autres attirées par des promesses d'emploi ou de retrouvailles familiales. Les séparations étaient définitives. Dans bien des cas, aucune des deux parties ne survivait. Des années plus tard, certains des responsables directs déclarèrent que tout se déroulait sous la direction du guide suprême qui avait donné des instructions claires sur la marche à suivre. Le paradoxe était évident, mais il ne l'a jamais reconnu. Lui qui avait autrefois pris soin de sa mère malade, qui avait autrefois pleuré sa perte avec une douleur sincère, devint l'architecte d'une machine qui détruisit des millions de liens familiaux. On ne connaît aucune déclaration publique dans laquelle il exprimait sa préoccupation pour la souffrance des femmes touchées par les déportations. Sa vision de la société était organisée par des groupes et non par des individus. Dans les rapports internes du régime, on parlait d'efficacité et non de conséquences humaines. Les maires étaient des numéros, les décisions étaient réduites à des statistiques. Par ailleurs, dans les rares lettres privées qui nous sont parvenues, il n'est pas une seule mention de la contradiction entre ce qu'elle a vécu et ce qu'elle a provoqué. Cette part a été enterrée avec les souvenirs de sa jeunesse et l'image de la seule personne pour laquelle elle a jamais versé des larmes. Numéro 17. Il a lutté contre le tabac avec plus de force que contre la faim ou la guerre. Adolf Hitler ne touchait ni à l'alcool ni aux cigarettes. Dès son plus jeune âge, il avait choisi de s'en tenir éloigné. On ne le voyait jamais boire en groupe ni fumer par habitude. Pour lui, ces choses ne contribuaient à rien et ne faisaient que nuire à son corps. Ce n'était ni une simple formalité, ni une attitude publique. Il continuait à le faire constamment, même en privé ou sous la pression. Ce mode de vie influençait également son entourage. Il était rare de croiser des bouteilles près de lui et beaucoup évitaient d'allumer une cigarette en sa présence. Dans sa résidence de montagne, le Berghof, la règle était claire. Interdiction de fumer et de boire. Bien que certains hôtes la transgressent parfois, la plupart respectaient l'environnement qu'il imposait. Il était convaincu que leur corps devait être préservé de toute substance nocive. Ce n'était pas sa seule pratique, il en faisait également la promotion auprès du gouvernement. Durant son mandat, des campagnes anti-tabac furent menées. Des affiches et des publications mettaient en garde contre les effets nocifs du tabac, en particulier pour les femmes enceintes. Fumer dans les transports en commun était mal vu et interdit dans plusieurs administrations. De plus, des études médicales furent ordonnées pour identifier les problèmes respiratoires liés au tabagisme. À cette époque, peu de pays considéraient le tabagisme comme une question de santé publique. En matière d'alcool, aucune loi ne l'interdisait, mais il préférait s'en tenir éloigné. Il ne trinquait jamais, même lors de réunions officielles ou de célébrations avec des militaires. Alors que d'autres hauts fonctionnaires buvaient du vin ou de l'alcool, il se contentait de tisane ou d'eau. Ceux qui partagèrent sa table savaient que ce n'était pas par courtoisie, c'était une chose qu'il affirmait clairement. Il était convaincu qu'il était essentiel d'avoir l'esprit clair pour prendre des décisions. Ce mode de vie n'était pas seulement une question de santé, il faisait partie de l'image qu'il souhaitait projeter. Il voulait paraître discipliné, organisé et maître de lui. Il affirmait que le corps devait être soigné et que les bons citoyens devaient éviter les habitudes qui les affaiblissaient. Dans ce contexte, fumer ou boire étaient des signes de manque de soins, tant physique que mental. Les campagnes officielles anti-tabac continuèrent de s'intensifier. Les taxes sur les cigarettes furent augmentées et la publicité limitée. On tenta également de réduire le tabagisme chez les soldats, sans toujours y parvenir. Malgré ces contradictions, la position officielle resta ferme. Et Hitler continua d'être associé à une vie sans vice. Au quotidien, il mangeait légèrement, buvait du thé et marchait fréquemment. Rien ne prouve qu'il ait abandonné ses habitudes, même durant les derniers mois du régime. Son médecin le soignait avec des méthodes inhabituelles, mais sans utiliser de sédatifs contenant de l'alcool. Même dans les moments les plus difficiles, il ne touchait ni à l'alcool ni au tabac. L'idée qu'il était abstinent persistait dans les documents, les photos et les témoignages. Bien qu'il ait dirigé un État qui a causé des millions de morts,
Sa routine personnelle évitait tout ce qui pouvait nuire à son corps. Tandis qu'il envoyait d'autres au front ou dans les camps, il menait résolument une vie sans alcool ni cigarette. Numéro 16. Le grand orateur nazi ne répétait que des gestes qu'il mémorisait devant le miroir. En 1925, Hitler s'enferma seul dans une pièce pour peaufiner son discours. Debout devant le miroir, il répétait ses discours, seul. Il répétait des phrases, bougeait les bras et changeait d'expression faciale. Il voulait voir à quoi il ressemblait en parlant. Lors de ces répétitions, il n'improvisait pas. Il essayait plusieurs façons de dire la même chose jusqu'à trouver la plus percutante. Tout en parlant, il écoutait des enregistrements de sa propre voix. Il s'écoutait pour corriger ses erreurs. Parfois, il s'arrêtait, se taisait et répétait tout depuis le début. Il n'aimait pas la sonorité d'une phrase et la modifiait. Il mesurait chaque pause. Il s'assurait que chaque mot avait du poids. Il ne laissait rien au hasard. Pour améliorer sa posture, il demanda à son photographe personnel, Heinrich Hoffmann, de le prendre en photo pendant les répétitions. Hoffmann déclenchait l'appareil alors qu'il levait le bras, criait ou affichait une grimace de colère. Hitler observait ensuite attentivement les images et les commentait une par une. Il disait des choses comme « ça a l'air moche » ou « je ne referai plus jamais ce geste ». Certaines photos étaient rejetées, d'autres conservées pour référence. Il ne voulait pas paraître ridicule. Son image était primordiale. Il étudiait chaque angle, chaque expression, chaque mouvement de main. Si une pose ne lui convenait pas, il la rejetait. Il répétait les mêmes gestes encore et encore jusqu'à ce qu'ils soient parfaits. Chaque fois qu'il en trouvait un qui lui convenait, il le mémorisait. Il savait qu'il devrait le répéter sur scène. Les répétitions ne servaient pas seulement à améliorer son expression orale. Elles faisaient partie de sa préparation globale. Il souhaitait que sa présence physique soit puissante. L'objectif était que les gens se sentent face à une personne d'autorité. Ses paroles ne suffisaient pas. Il devait avoir l'air d'un leader. Il répétait tout cela seul, devant le miroir, en silence, jour après jour. Les photos de ses séances d'entraînement furent conservées. Certaines furent publiées plus tard. On y voit Hitler répéter les gestes qu'il utiliserait plus tard lors de grands rassemblements. Il n'était ni anodin ni improvisé. Chaque mouvement avait été pratiqué en privé avant d'apparaître en public. Pendant des années, ces répétitions faisaient partie de sa routine. Hitler ne laissait rien au hasard. Ce qui semblait naturel dans ses discours était le fruit de nombreuses heures passées devant le miroir. Chaque mot, chaque regard, chaque geste était prononcé comme il le souhaitait. Il avait tout répété à l'avance. Même le plus petit mouvement avait une raison d'être. Ce n'était pas improvisé. Numéro 15. Il a planifié l'extermination mais n'a jamais mis les pieds dans un camp de concentration. Bien qu'il ait promu l'ensemble du système d'extermination, Hitler n'a jamais mis les pieds dans un camp de concentration. Il n'existe aucune image, aucun document ni aucun témoignage prouvant le contraire. Tout au long de la guerre, il s'est tenu à l'écart de ces lieux. Il recevait régulièrement des rapports sur les transferts et les exécutions, mais il n'a jamais visité Dachau, Auschwitz, Treblinka, ni aucun autre centre de détention ou d'extermination. Le chercheur Nikolaus Wachsmann souligne qu'Hitler n'est pas mentionné dans son livre sur les camps, tandis qu'Heinrich Himmler supervisait personnellement toutes les installations. Selon le Times of Israel, Hitler se limitait à lire les rapports envoyés par les SS sans observer les exécutions ni inspecter les conditions de vie dans les camps. Il gardait la logistique à distance, déléguant les tâches pratiques. Le Télégraphe précise également qu'il n'a jamais parlé publiquement de l'extermination. Il s'exprimait par euphémisme comme « déplacement » ou « mesure spéciale », sans faire directement allusion au massacre systématique. Non seulement il évitait les visites, mais il préservait également une image irréprochable. Tandis qu'Himmler visitait les crématoires et les casernes, Hitler se limitait à ses bureaux, à sa résidence du Berghof ou au bunker, recevant des rapports fuités et ignorant les détails concrets. Ses proches collaborateurs ont confirmé qu'il préférait rester à l'écart. Son photographe, Heinrich Hoffmann, a décrit comment Hitler donnait l'ordre et attendait qu'il soit exécuté, et c'était tout. La décision était délibérée. Il a géré le génocide à distance. En déléguant à Himmler, il a conservé le commandement sans affronter l'horreur visuelle ou morale. Même dans les derniers instants, lorsque la machine de la mort s'est accélérée, Hitler n'a pas approché. Il n'a inspecté ni four,
ni chambre, ni wagon. Il n'a jamais demandé de photographie ni vu de cadavre. Son rôle était celui d'ordonnateur et non de témoin oculaire. Numéro 14. Un seul testicule. Le secret médical qu'Hitler n'a jamais voulu révéler. Un rapport médical rédigé en 1923 confirme en partie l'une des rumeurs les plus répandues au sujet d'Hitler. Le document indique qu'il souffrait de cryptorchidie, c'est-à-dire qu'un seul de ses testicules était descendu dans le scrotum. Ce rapport a été rédigé par le docteur Joseph Brinsteiner alors qu'Hitler était emprisonné dans une prison bavaroise après l'échec du putsch de Munich en 1923. Ce rapport fait partie de l'ouvrage Hitler prisonnier à Landsberg am Lech 1923-24 de l'historien Peter Fleischmann. Le médecin a constaté cette affection dans un document signé le 12 novembre après avoir examiné le prisonnier numéro 45. Il y est indiqué que Hitler était en bonne santé, mais souffrait de cryptorchidie du côté droit. Plusieurs médias allemands ont évoqué ce problème le samedi 19 décembre 2015, l'associant à la célèbre chanson chantée par les soldats britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale « Hitler n'a qu'une seule balle » sur l'air de la marche du colonel Boguet. Mais ce diagnostic contredit une autre version répandue. Rien ne prouve qu'Hitler ait perdu un testicule suite à une blessure de guerre, comme le prétend l'histoire d'une grenade pendant la Première Guerre mondiale. Le rapport médical mentionnant cette affection a été tenu secret pendant des décennies, et ce n'est qu'en 2010 qu'il a été révélé lors d'une tentative de vente aux enchères avec 500 autres documents relatifs à la détention d'Hitler à Landsberg. Ces documents ont finalement été confisqués par les autorités allemandes. Peter Fleischmann, directeur des archives d'État de Nuremberg, a examiné tous ces documents pendant des années et en présente aujourd'hui les détails les plus importants dans son livre. Ce dernier analyse la vie quotidienne d'Hitler en prison. Le journal Süddeutsche Zeitung souligne que, malgré son incarcération, Hitler bénéficiait d'un grand confort. Cela a été rendu possible grâce à ses relations étroites avec le directeur de la prison. On l'appelait « Monsieur ». Les cellules des détenus étaient améliorées et sa nourriture ne provenait pas des cuisines de la prison, mais de l'extérieur. Le livre comprend également de courtes biographies des 330 personnes qui lui rendirent visite pendant son incarcération. Hitler entama une grève de la faim dès son arrivée en prison. C'est également là qu'il écrivit une partie du premier volume de Mein Kampf, texte dans lequel il organisait ses idées politiques et consignait la pensée raciste et antisémite du mouvement nazi. Cet ouvrage fut de nouveau vendu en Allemagne des décennies plus tard, grâce à la libération des droits d'auteur, jusque-là détenus par l'État de Bavière. Numéro 13. Hitler et Parkinson. La maladie qui a secrètement détérioré son corps et son esprit. Il est prouvé qu'Adolf Hitler souffrait de la maladie de Parkinson idiopathique. Aucun signe clinique ni antécédent médical ne suggérait une forme de parkinsonisme liée à des infections cérébrales. Le diagnostic fut posé par le docteur Max de Krinis début 1945. Il en informa le haut commandement SS. La direction SS décida qu'un traitement devait être instauré à partir d'une formule spéciale pour la maladie de Parkinson, conçue pour être administrée par un médecin. Pourtant, ce traitement n'a jamais été administré à Hitler. Cela laisse penser que la direction SS envisageait de se débarrasser d'un dirigeant déjà gravement atteint par la maladie. Deux aspects bien distincts se dégagent du comportement d'Hitler. D'une part, il avait une personnalité typique des personnes atteintes de la maladie de Parkinson avant son évolution. Un esprit rigide, incapable de changer, une flexibilité nulle et une obsession du détail qui désespérait les autres. D'autre part, il affichait des comportements typiques d'un profil antisocial. Il ne respectait ni les règles ni les valeurs, avait tendance à manipuler, à mentir et avait des accès de colère incontrôlables. Ce mélange de personnalités l'a conduit à se convaincre, sans jamais se remettre en question, qu'il avait une mission unique à accomplir. Il l'a également conduit à rechercher constamment validation et attention. Évaluer sa façon de penser et de se comporter d'un point de vue médical nous permet de mieux comprendre certains des schémas qui ont marqué sa vie et son rôle dans l'histoire. L'analyser d'un point de vue neuropsychiatrique permet de mieux comprendre le fonctionnement de son esprit à des moments clés. Hitler combinait les symptômes physiques évidents d'un trouble neurologique avancé avec un comportement révélant des déséquilibres sous-jacents.
Cette double condition le conduisit à rester inébranlable dans ses convictions, refusant toute opinion contraire, tout en agissant de manière destructrice, sans se soucier des conséquences pour autrui. Il ne s'agissait pas seulement d'une maladie physique. Il y avait aussi une détérioration de sa façon d'interagir avec les autres et d'affronter la réalité. À mesure que ses mouvements devenaient plus maladroits et ses gestes moins contrôlés, son comportement devenait plus renfermé, plus isolé et plus dangereux. La situation s'aggrava avec le temps. La combinaison de son état neurologique et de son caractère le rendait de plus en plus incapable de prendre des décisions rationnelles. Durant les derniers mois de sa vie, rien de ce qu'il disait ou faisait ne pouvait être dissocié de sa santé. Les signes étaient visibles, mais au sein du régime, personne n'osait le remettre ouvertement en question. Son entourage le soutenait, mais savait aussi qu'il ne pouvait plus continuer ainsi. Son dossier médical, ainsi que les analyses ultérieures, offrent un aperçu direct du fonctionnement réel de ce dirigeant malade. Numéro 12. Le jour où il a manqué de se noyer, le traumatisme d'enfance qui a transformé Hitler en phobie de l'eau. Une vieille coupure de presse, retrouvée dans les archives allemandes, raconte comment un petit garçon a été repêché vivant d'une rivière, confirmant ainsi la thèse selon laquelle Hitler, enfant, aurait failli se noyer. À l'époque, il vivait avec sa famille sur la Kapuzinerstraße à Passau, en Bavière, juste de l'autre côté de la frontière avec l'Autriche, où il était né. Un prêtre catholique du nom de Max Tremel, qui devint plus tard l'un des plus grands organistes d'Europe, raconta que son prédécesseur à Passau, Johann Queberger, était venu à son secours. Avant sa mort en 1980, Tremel raconta que Queberger, encore adolescent, vit le garçon se débattre dans l'Inn et sauta à l'eau pour le secourir. Hitler n'a jamais évoqué cette histoire publiquement. Cependant, un court article du journal Donau Zeitung de janvier 1894 a été retrouvé à Passau. Le texte racontait qu'un garçon était tombé dans la rivière après la rupture des glaces et qu'un jeune homme avait sauté pour le sauver. Le journal, alors de gauche, le qualifiait de « camarade courageux ». Entre 1892 et 1894, Hitler vécut dans cette ville, où il adopta un accent allemand plutôt qu'autrichien. Né en avril 1888, il avait 4 ans au moment de l'accident. L'écrivaine Anna Elisabeth Rosmus, dans son livre « Out of Passau, Leaving a City Hitler Called Home », Dieter, a également relaté l'incident. Elle expliquait que les rives de l'Inn étaient un espace de jeu pour les enfants. En 1894, alors qu'il était avec d'autres enfants, Adolf tomba dans l'eau. Le courant de la rivière était rapide et très froid, descendant directement des montagnes. Le fils du propriétaire de la maison où il vivait parvint à le rejoindre à temps et à le sortir de l'eau. Bien qu'adulte, il raconta des anecdotes de jeu sur la rive. Il ne parla jamais du jour où il faillit se noyer. À Passau, en revanche, tout le monde savait ce qui s'était passé. On racontait qu'à partir de ce moment-là, il ne retourna plus jamais dans l'eau et qu'il n'apprit jamais à nager. Le nom du garçon n'apparaissait pas dans l'article, mais les historiens pensent qu'il s'agissait de lui, compte tenu de la date et de l'adresse. Après cet incident, il évita les toilettes publiques et les rivières. Cet accident marqua son enfance. Sa peur de l'eau devint partie intégrante de son quotidien. Il jouait près de la rivière, mais ne la touchait pas. Son silence sur ce qui s'était passé forgea également la personnalité qu'il se forgea plus tard. Pour les habitants de cette ville, l'image de cet enfant sauvé perdura pendant des générations. Numéro 11. Le commandant de nuit, il a pris des décisions de guerre pendant que le monde dormait. Hitler dormait peu et préférait travailler la nuit. Selon les documents des services de renseignement alliés, il commençait tard et travaillait jusqu'au petit matin, parfois jusqu'à 3 ou 4 heures. Après le dîner, il veillait pour lire les journaux, regarder des films ou discuter avec ses proches. Il avait souvent besoin de médicaments pour rester éveillé ou pour se reposer quelques heures. Son quotidien ne prévoyait pas de se lever tôt. Il se levait généralement en milieu de matinée lorsque son assistant lui remettait les agendas et les rapports. Au Berghof ou dans le bunker, les réunions informelles commençaient après le dîner et se poursuivaient jusqu'au soir. Il recevait ses médecins, ses assistants ou ses commis, et lors de ces réunions, il donnait des ordres, examinait les rapports du front ou discutait d'idées avec son équipe. Les décisions clés étaient prises pendant ce même quart.
C'était tôt le matin, au moment où il était le plus concentré. Il lisait les rapports de l'armée, signait des papiers ou donnait des instructions détaillées. Cette habitude perdura pendant des années, même lorsque la guerre battait déjà son plein. Il ne commençait généralement pas sa journée tôt. Les rapports indiquent qu'il ne faisait presque rien avant midi. Ceux qui travaillaient avec lui savaient que tout son emploi du temps était organisé autour de ses horaires de sommeil et de ses activités nocturnes. La nuit, dans le bunker, tout était très calme. Seuls ses proches participaient aux réunions et les décisions qui y étaient prises étaient ensuite partagées avec les autres. Pendant ces heures, il ne voyait personne d'autre. Des témoins comme Heinz Linge ont déclaré qu'il dormait à peine et que son énergie provenait d'un traitement médicamenteux constant. Son médecin traitant était chargé de lui fournir les soins nécessaires, selon le moment de la journée. Cette habitude de veiller jusqu'à l'aube persistait, même quand tout était perdu. À l'intérieur du bunker, les réunions de révision se poursuivaient tard dans la nuit. Ensuite, il dormait quelques heures et recommençait. Il parlait aussi avec Eva Braun la nuit. Il discutait de sujets personnels, de films ou de musique, tandis que le reste de l'équipe attendait de nouveaux ordres. Tout tournait autour de l'emploi du temps qu'il s'imposait. Les archives britanniques et allemandes indiquent qu'il pouvait se maintenir avec seulement 3 ou 4 heures de sommeil, mais uniquement grâce à l'aide constante de stimulants et de sédatifs, dosés selon la situation quotidienne. Tous ceux qui travaillaient avec lui s'adaptaient à ce rythme modifié. Les réunions de commandement, les rapports et les tâches internes se déroulèrent la nuit. Ce rythme est resté le même lorsqu'il était enfermé sous terre dans les derniers jours du régime. Cette habitude nocturne a fini par régir tout son environnement. Pendant que tous se reposaient, il continuait à prendre des décisions qui influençaient directement le cours du conflit. Numéro 10. Le dictateur qui craignait sa propre nourriture, les goûteurs d'Hitler. Dans sa retraite de la tanière du loup, Hitler vivait avec la crainte constante d'être empoisonné. Pour minimiser tout risque, il mit en place un système fixe. Un groupe de femmes devait goûter ce qu'il allait manger avant lui. Il ne le faisait pas pour des raisons de santé. Cela faisait partie de sa routine quotidienne. Une quinzaine de jeunes femmes étaient affectées à cette tâche. Elles venaient des villages voisins du camp. Elles devaient goûter les mêmes plats, attendre un moment et s'assurer que rien ne se passait. Ce n'est qu'alors qu'ils commençaient à manger. Margot Wölk était l'une de ces femmes. Bien qu'elle ne l'ait jamais vue en personne, son rôle était clair, vérifier l'absence de poison dans ce qu'on lui servait. La scène se répéta sans changement. Les menus d'Hitler étaient entièrement végétariens. Il ne mangeait ni viande ni poisson. Il mangeait du riz, des pâtes, des bouillons de légumes ou des pommes de terre bouillies. Le tout sans ingrédients d'origine animale. Cette habitude témoignait de sa méfiance envers son entourage. Il ne faisait confiance ni à ses cuisiniers, ni à son équipe médicale, ni à ceux qui s'occupèrent de lui. Il croyait que n'importe qui pouvait tenter de le tuer avec de la nourriture. Il y avait un temps d'attente après chaque test. Si l'une des femmes présentait des symptômes, le plat était immédiatement jeté. Ce n'est que lorsque tout était en ordre qu'il s'asseyait à table. Il ne s'est jamais présenté. La peur était si forte que même les horaires des environs s'adaptaient à cette dynamique. De la cuisine au repas, tout était organisé pour suivre cette étape préalable. Leur prudence s'étendait jusqu'à ce niveau. Ce n'était pas seulement à cause d'ennemis extérieurs. Leur propre personnel savait que ce système ne pouvait être interrompu. Contourner ce filtre signifiait être mis à l'écart. Après l'attaque de juillet 1944, cette mesure fut renforcée. Dès lors, le contrôle devint plus strict et plus rapide. L'atmosphère se tendit. Margot a déclaré avoir exercé ce métier pendant plus de 2 ans jusqu'à ce que la guerre la force à partir. Bien que le front se soit détérioré, cette habitude n'a pas changé. Numéro 9. Médicaments sur ordonnance, la dépendance cachée qui l'a accompagné jusqu'à la fin. Avant l'arrivée au pouvoir des nazis, l'Allemagne était déjà un pôle majeur de production et de vente de cocaïne transformée et d'autres stimulants comme le LSD, la morphine et les amphétamines, en partie à cause de la crise économique et sociale que traversait le pays. Cependant, lorsque le régime est arrivé au pouvoir, ces substances ont été interdites afin de donner une image plus positive du pays. Cela n'a pas éliminé la consommation de drogue, mais a plutôt contraint de nombreuses personnes à dissimuler leurs vices, y compris des nazis de haut rang comme Göring et même Hitler lui-même.
Plusieurs de ces produits chimiques furent ensuite vendus comme médicaments pour d'autres usages. Hitler commença par les utiliser pour soulager ses maux d'estomac, mais au fil du temps, il augmenta la fréquence et l'efficacité de ses prises. Il finit par consommer fréquemment une combinaison d'opiacés et de cocaïne, et même de méthamphétamine, pour faire face aux effets physiques et mentaux du conflit. Sa santé se détériora alors progressivement. Parallèlement, l'armée utilisait également des drogues dans le cadre de l'effort de guerre. Une sorte de méthamphétamine, la pervitine, permettait aux soldats de survivre au combat pendant des jours. Numéro 8. Pas un touché. Son obsession d'éviter le contact humain. Hitler évitait tout contact physique, en public comme en privé. Il détestait les poignées de main et répondait rarement aux gestes d'affection spontanés. Lors des événements officiels, il se contentait de saluer par un hochement de tête ou le salut nazi. En privé, il gardait ses distances, même avec ses proches. Ses proches le savaient, et la plupart évitaient tout contact physique inutile. Lors des réceptions officielles, il évitait de trop s'approcher des invités. Au Berghof, sa résidence en Bavière, les rencontres avec les visiteurs suivaient un protocole strict. La disposition des sièges était conçue de manière à ce que personne ne soit assis à côté de lui. Les conversations étaient à sens unique, et il maîtrisait le ton, le timing et la distance. Les démonstrations d'affection physique étaient rares. Il traitait Eva Braun avec froideur devant les autres. Il ne l'embrassait ni ne la serrait jamais dans ses bras en public. Pendant des années, leur relation resta secrète, et, bien qu'elle habitât au Berghof, elle ne partageait pas de repas avec Hitler et n'apparaissait pas aux événements officiels. Il limitait les contacts, même avec son cercle intime. Dans le bunker de la chancellerie, ses habitudes ne changèrent pas. Même dans les derniers jours de la guerre, il évitait tout contact physique avec son entourage immédiat. Ses assistants personnels, comme Heinz Ling, savaient garder leur distance, même pour l'aider à s'habiller ou lui livrer des objets. Les photographies disponibles le montrent les bras près du corps ou saluant à distance. Sur la plupart des images prises par les photographes officiels, il se tenait droit, sans s'approcher des autres. Même lorsqu'il recevait des enfants ou des soldats blessés, il les touchait à peine, à quelques exceptions près. Lors des réunions militaires, il s'asseyait en hauteur ou au bout de la table. Les officiers supérieurs entraient en saluant brièvement, et les conversations étaient à sens unique. La structure de l'environnement était conçue pour renforcer le contrôle de la distance personnelle. L'atmosphère était formelle et rigide, ne laissant aucune place aux gestes spontanés. Rien ne prouve qu'Hitler ait embrassé des personnes en public ou manifesté une proximité physique avec ses amis ou collaborateurs. Le seul geste fréquent était le salut nazi, obligatoire en sa présence. Ce salut, outre sa fonction politique, éliminait le besoin de contact physique direct. En déplacement, il veillait à maintenir ses distances avec le public. Bien qu'il lui arrivât de saluer de la main depuis sa voiture, vitre baissée, il ne descendait pas pour le faire. Lors des défilés ou des apparitions publiques, le contact avec la foule était contrôlé par des dispositifs de sécurité. Les salutations étaient visuelles, jamais physiques. L'aménagement de ces quartiers était également conçu pour favoriser l'isolement. Au Berghof, sa chambre et son bureau se trouvaient dans une aile séparée. Il disposait de sa propre salle à manger, à l'écart du reste du groupe. Les visites étaient brèves et formelles, même lorsqu'elles concernaient des personnalités proches comme Albert Speer ou Joseph Goebbels. Eva Braun était l'une des rares personnes à avoir un accès privé à Hitler, mais même avec elle, la relation restait distante. Ils ne partageaient pas la même chambre et elle était absente de la plupart des dîners et des réunions politiques. On ne trouve aucune trace de gestes d'affection explicite entre eux pendant la guerre. Ses relations avec les membres du parti étaient également formelles. Lorsqu'il souhaitait la bienvenue aux nouveaux membres ou décorait les soldats, ses gestes se limitaient à un regard, un mot et le salut obligatoire. Il évitait de présenter les médailles directement dans la main, et lorsqu'il le faisait, le contact était bref et superficiel. Même avec ses médecins personnels, il gardait ses distances. Théodore Morel, son médecin habituel, décrivait la rapidité de ses consultations, sans contact inutile. Toute intervention physique devait être brève et précise. Hitler ne tolérait pas d'être touché plus longtemps que nécessaire. Lors de ses discours, il ne saluait personne en entrant à la tribune. Il prenait place, parlait et partait sans aucun contact physique avec le public ni avec les organisateurs.
Des agents de sécurité l'entouraient, mais il n'intervenait pas directement, évitant lui-même toute approche. Durant ses années au pouvoir, Hitler avait constamment accès aux foules, à ses alliés, aux chefs d'État et aux membres du parti. En toutes circonstances, il gardait un comportement contrôlé, sans contact physique direct. La distanciation faisait partie de ses habitudes, tant en public qu'en privé. Numéro 7. Le Führer sans permis. Il n'a jamais appris à conduire une voiture. Il n'a jamais obtenu de permis ni appris à conduire. Bien qu'il ait promu les autoroutes et les voitures accessibles, Hitler n'a jamais conduit de véhicule. Dès ses premières années en politique, il a toujours voyagé en tant que passager. Dans les années 1920, il utilisait déjà des voitures fournies par le parti et financées par de riches relations. Sa première voiture était une Selve, et peu après, il a acquis sa première Mercedes grâce à des hommes d'affaires proches. Au fil du temps, il ajouta des véhicules à sa flotte personnelle. En 1925, il avait déjà déboursé 26 000 marks pour l'une de ses Mercedes. Il ne les conduisait jamais. Il préférait s'asseoir à l'avant, à côté du conducteur. Ces voitures furent modifiées pour lui permettre de saluer plus facilement la foule. Elles étaient dotées d'une base surélevée sous le siège et d'une poignée sur le pare-brise pour se tenir debout lors des défilés. Il eut plusieurs chauffeurs. L'un des premiers fut Julius Schreck, qui lui servit également d'escorte. Il fut ensuite remplacé par Erich Kempka, qui l'accompagna dans ses voyages pendant des années. Selon Kempka lui-même, Hitler ne manifesta jamais le moindre intérêt à prendre le volant. Il se concentrait plutôt sur la vérification de ses itinéraires, la ponctualité et l'observation de son environnement. Ces véhicules constituaient son image publique. Il fut photographié dans de nombreuses villes européennes au volant de sa Mercedes, que ce soit en Allemagne, à l'entrée de Vienne ou lors de visites officielles à Prague. Les voitures portaient des plaques d'immatriculation spécifiques, permettant de savoir si elles lui appartenaient ou étaient réservées à son usage exclusif. À plusieurs reprises, il s'est vanté de n'avoir jamais eu d'accident, non pas parce qu'il conduisait prudemment, mais parce qu'il exigeait de ses chauffeurs une conduite méticuleuse. Il leur rappelait constamment d'adapter leur vitesse à la visibilité. Pour lui, la responsabilité de tout incident incombait au conducteur. Il ne tolérait aucune erreur. Pendant la guerre, certaines de ces voitures furent saisies. Plusieurs finirent entre les mains de collectionneurs, de musées, ou furent démontées. Certaines étaient identifiées par leurs plaques d'immatriculation dissimulées sous des couches de peinture, d'autres par des modifications intérieures uniques. Il y eut même des confusions avec des modèles attribués à tort à d'autres dirigeants du régime. Mais les experts confirmèrent leur authenticité en vérifiant les numéros de série. Après la chute du Troisième Reich, les voitures, symboles du pouvoir, sont devenues des reliques historiques. Certaines sont aujourd'hui exposées dans des musées d'Europe et d'Amérique du Nord. D'autres disparurent dans des collections privées. Rien n'indiquait qu'Hitler souhaitait apprendre à conduire, ni dans sa jeunesse, ni en tant que dirigeant. Pour lui, se déplacer en voiture était une extension de son rôle. Ce n'était jamais une activité personnelle. Il préférait rester une figure centrale, sans se préoccuper de la conduite. On ne l'a jamais vu au volant. Et rien ne prouve qu'il possédait les compétences de base en matière de conduite. Numéro 6. Qui Adolf Hitler admirait-il ? Dès son plus jeune âge, Adolf Hitler fut fortement attiré par les personnalités publiques qui façonnèrent sa pensée et l'influencèrent tout au long de sa vie. Il observa non seulement leurs idées, mais s'inspirait aussi de leur style, de leurs discours et de leurs attitudes pour construire sa propre image. Richard Wagner est l'un des artistes qui l'ont le plus marqué. Ce compositeur allemand était connu pour sa musique centrée sur les mythes germaniques. Hitler l'écoutait fréquemment, notamment son opéra Parsifal, qui l'émut aux larmes. Ce n'était pas seulement une question d'esthétique. Hitler voyait dans cette musique une représentation de ce qu'il croyait être son rôle dans l'histoire. Wagner ne se contentait pas de composer des opéras. Il transmettait des idées sur la culture, la race et la nation qui rejoignirent plus tard la propagande du régime nazi. Hitler prit également exemple sur Karl Lueger, maire de Vienne, à la fin du XIXe siècle. Homme politique alliant charisme et idées antisémites, il vécut à Vienne dans sa jeunesse et observa attentivement le style de Lueger. Il apprit de lui qu'un discours émotionnel, chargé de symbolisme et visant à susciter l'intérêt collectif, pouvait être plus efficace qu'un discours rationnel. Comme il le raconta plus tard,
il fut impressionné par la capacité de Lüge à convaincre les masses sans argumentation élaborée, mais uniquement par son style et sa présence. Friedrich Nietzsche l'influencera également, quoique superficiellement. Hitler emprunta à Nietzsche l'idée du « surhomme », un concept qu'il adapta à sa propre vision de la race aryenne. Cependant, il ignora une grande partie de la pensée originelle de Nietzsche, qui rejetait l'antisémitisme et le nationalisme. Hitler citait les citations de Nietzsche sans en saisir pleinement le sens. Il a utilisé ces mots pour renforcer sa théorie de la supériorité raciale, bien que l'auteur ne les ait pas écrits avec cette intention. Dietrich Eckart fut une autre figure clé de l'évolution d'Hitler. Poète et l'un des premiers membres du Parti national-socialiste, il fut son premier mentor direct, l'accompagnant dès ses débuts en politique et l'initiant au symbolisme germanique, aux runes et à certaines idées mystiques. Eckart lui offrit une place dans les cercles les plus radicaux du parti et le forma à l'art oratoire. À la mort d'Eckart en 1923, Hitler déclara qu'une partie de son âme l'avait suivi. Il le considérait comme une figure irremplaçable, tant par son influence politique que par sa proximité personnelle. Ces figures jouèrent un rôle essentiel dans la construction de l'image publique d'Hitler. Il les utilisa comme référence pour développer son style, sa vision idéologique et sa façon d'interagir avec le public. Aucune d'elles ne l'humanise, mais toutes nous permettent de comprendre une partie de la structure sur laquelle il a bâti son leadership. Ce furent des exemples qu'il étudia, réinterpréta et exploita pour s'affirmer comme le leader absolu du Troisième Reich. Numéro 5. Avait-il un faux passeport? Le jour où les Britanniques ont falsifié son identité de juif. Pendant la Seconde Guerre mondiale, un groupe de renseignement britannique secret, le SOE, fabriqua un faux passeport au nom d'Adolf Hitler. Créée à l'initiative de Winston Churchill et de Hugh Dalton, cette équipe opérait depuis son quartier général londonien sous des noms secrets tels que Joint Technical Board et Inter-Services Research Office. Sa fonction principale était de saboter, d'espionner et de collaborer avec les groupes de résistance dans les zones occupées par les nazis. Les agents de ce groupe étaient experts dans la falsification de documents en tout genre. Parmi eux se trouvaient des criminels spécialisés dans la falsification, désormais au service du gouvernement britannique. Ils produisaient des permis, des cartes d'identité et des passeports d'une telle qualité que nombre d'entre eux furent conservés intacts après la guerre. L'un des plus curieux était un passeport imprimé au nom d'Adolf Hitler, qui portait également un grand « J » rouge, symbole obligatoire d'identification des Juifs en Allemagne. Personne ne sait avec certitude pourquoi le SOE a créé ce document. Certains pensent qu'il s'agissait d'une simple provocation, une moquerie destinée à humilier le régime nazi. D'autres pensent qu'il servait à démontrer aux Allemands le niveau de détail dont les services de renseignement britanniques étaient capables. Dans le faux document, Hitler était décrit comme un peintre, avec des détails physiques tels que la couleur de ses yeux, son sexe et sa courte moustache caractéristique. Le visa était également falsifié. Il aurait été délivré par le département de l'immigration du mandat britannique pour la Palestine. D'après ce tampon, daté du 19 juillet 1941, Hitler avait reçu l'autorisation de s'y installer comme immigrant permanent. Le J rouge figurait également à l'intérieur, conformément à la réglementation allemande relative au passeport des citoyens juifs. Le passeport n'était pas la seule opération de ce type menée par le SOE. Dans d'autres cas, il créait de faux documents insinuant des doutes sur la loyauté des commandants nazis. L'une des cibles était Franz Halder, chef d'état-major général réputé pour ses opinions critiques envers Hitler. De faux timbres à l'effigie d'Heinrich Himmler étaient également imprimés pour semer la confusion au sein du régime. La précision de ces faux documents était telle que certains ont réussi à circuler inaperçus pendant un certain temps. L'affaire du faux passeport d'Hitler est devenue l'un des exemples les plus marquants de guerre psychologique. Bien qu'il n'ait jamais été utilisé dans des opérations concrètes, son existence a démontré que les Britanniques pouvaient manipuler l'identité même du dirigeant nazi. Le document fait désormais partie des archives historiques et constitue une preuve directe du type de guerre secrète menée en coulisses. Le passeport, avec ses fausses informations et son tampon d'entrée en Palestine, n'avait pas seulement une valeur symbolique. Il représentait la capacité des ennemis du Troisième Reich à le ridiculiser de l'intérieur, sans tirer une seule balle.
Numéro 4. Le rituel du pouvoir, petit déjeuner silencieux face aux Alpes. Martin Bormann a organisé la construction de cette résidence comme cadeau d'anniversaire pour Adolf Hitler. Elle a été construite au sommet d'une montagne, à 1834 mètres d'altitude. Plusieurs décisions clés de la Seconde Guerre mondiale ont été prises à cet endroit. On peut encore le visiter aujourd'hui. Personne n'imaginait que le délai fixé serait respecté lorsque les travaux de la Kehlsteinhaus, surnommée le Nid d'Aigle, commencèrent. La livraison à temps était un élément essentiel du plan. C'était un projet ambitieux et coûteux que Bormann avait préparé pour son supérieur, même si ce cadeau était présenté comme un geste du parti nazi. Le bâtiment, situé au sommet d'une montagne, était conçu avec luxe et durabilité. Ce qui rend cette construction si unique, ce n'est pas seulement son style, mais aussi le fait qu'elle soit l'une des rares propriétés liées à Hitler encore debout. Pour ceux qui visitaient cette région de Bavière, c'était une étape quasi obligatoire. Bormann fut impressionné par la complexité du défi. Rien n'avait été préparé. Il fallut creuser des routes jusqu'à la base, forer la roche et transporter les matériaux jusqu'au sommet. Le temps pressait. Il semblait peu probable que la construction soit prête avant l'anniversaire d'Hitler. Pourtant, elle fut achevée juste à temps. Le coût était énorme, et pas seulement financier. 12 ouvriers périrent pendant la construction. Bormann ordonna un travail continu par équipe tournante. La nuit, la zone était éclairée par des lanternes de fortune. Un itinéraire de plus de 6 km dut être ouvert, creusant dans la montagne, cassant des pierres et nivelant le terrain. Un sentier de montagne menant à la maison fut également aménagé et un ascenseur fut construit pour permettre à Hitler d'y accéder. Cette partie était la plus coûteuse et la plus dangereuse. Un tunnel vertical dut être creusé dans la montagne. Un téléphérique fut également construit pour transporter les matériaux. Des centaines d'ouvriers furent embauchés qui travaillèrent dans des conditions extrêmement difficiles, portant de lourdes charges pendant de très longues heures. Certaines parties de la maison étaient déjà assemblées pour accélérer le montage, comme s'il s'agissait d'une structure préfabriquée. La dépense totale, ajustée aux valeurs actuelles, est estimée à plus de 150 millions de dollars. Une plaisanterie se répandit en ville, tandis que les contremaîtres et les ouvriers passaient. Ils disaient que c'était comme une ruée vers l'or, mais qu'au lieu de chercher des métaux dans les rivières, ils devaient simplement se tenir sous une fenêtre et attendre que Bormann leur jette l'argent d'en haut. Albert Speer écrivit dans ses mémoires que cette construction, malgré certaines critiques quant à son gaspillage, reflétait l'évolution du mode de vie d'Hitler et sa tendance à rester de plus en plus isolé. Cela ne s'expliquait pas uniquement par la peur d'une attaque, car il recevait chaque jour des milliers de personnes pour manifester son soutien. Le nom de Nid d'Aigle lui fut donné par l'ambassadeur de France André-François Poncet, impressionné par la vue et les difficultés techniques surmontées. Le surnom devint immédiatement populaire. L'une des raisons de la construction de ce lieu était sa proximité avec le Berghof, une autre des résidences principales d'Hitler, où il passait une grande partie de l'année. Il y passait tellement de temps qu'il devint finalement un quartier général parallèle du gouvernement allemand. Des années auparavant, après sa libération de prison en 1924, il avait loué une modeste maison dans cette région alpine où il s'était réfugié pour réfléchir à la suite de ses démarches. Il apprécia tellement l'endroit qu'il l'acheta en 1932, selon les rapports officiels, grâce à l'argent gagné grâce à la publication de son livre « Mon combat ». En 1936, la simple maison fut transformée en un manoir de 30 pièces. Numéro 3. Silence absolu. La phobe du bruit d'Hitler contrôlait tout. Il détestait les bruits forts et l'agitation. Dans ses résidences personnelles, surtout au Berghof, les sons qui perturbèrent le calme n'étaient pas tolérés. Chaque action devait se faire sans élever la voix ni faire de bruit. Les portes ne pouvaient être claquées. Les conversations, même entre employés, étaient limitées. Personne n'avait le droit de parler à voix basse s'il se trouvait à proximité. Des règles s'appliquaient à tout, même à la marche. Le personnel devait se déplacer à pas feutrés. Ils s'entraînaient à marcher sans que leurs talons ne résonnent dans les couloirs. Certains portaient des chaussures spéciales à semelles en caoutchouc pour ne pas perturber l'atmosphère qu'ils souhaitaient maintenir. Albert Speer, qui l'accompagna pendant des années, remarqua qu'Hitler s'emportait facilement au moindre rire déplacé, à une porte claquée ou à un pas maladroit. La raideur faisait partie de la routine.
Les visiteurs savaient qu'ils devaient se comporter de manière quasi militaire. Tout devait se dérouler sans interruption. Les ordres étaient brefs. Les discussions ne commençaient que s'il les lançait. Personne ne l'interrompait. Personne ne parlait sans autorisation. Même ses plus proches collaborateurs, comme Heinz Linge, savaient que le moindre bruit pouvait être perturbateur. Dans les salles à manger du Berghof, par exemple, de longues périodes de silence absolu étaient observées. Les couverts ne devaient pas faire de bruit. Les assiettes ne devaient pas glisser sur la nappe. Les serveurs devaient servir les plats en bougeant le moins possible. Si quelque chose tombait ou heurtait, la tension était immédiatement perceptible. Un seul regard suffisait à tout figer. Les films qu'il regardait étaient projetés sans son ou avec le volume au minimum. Il ne supportait pas les effets sonores. Il préférait les images fixes, pas de musique, pas de dialogue rapide. Il interrompait parfois la projection si le volume devenait trop fort. Pendant les pauses, ces espaces étaient insonorisés. Ceux qui nettoyaient sa chambre ou les couloirs devaient le faire à des heures précises, en son absence. S'il entendait un aspirateur tourner, il lui ordonnait de s'arrêter immédiatement. Il ne s'était jamais habitué au bruit des machines. Il ne supportait pas que des moteurs tournent près de lui. Les réunions politiques qui se tenaient au Berghof suivaient également ces règles. Bien que plusieurs personnes y participaient, les voix étaient toujours basses. Personne n'élevait la voix. Si quelqu'un parlait plus fort que d'habitude, il était exclu des invitations futures. Il imposait le calme par sa seule présence. Il n'était pas nécessaire de le répéter. Tout ce qui se passait autour de lui devait s'adapter à son rythme. Et ce rythme était lent, mesuré, sans incident. Il voulait être entouré de silence. Il voulait éviter tout stimulus qu'il ne pouvait contrôler. Je voulais que même l'air paraisse immobile. Numéro 2. La bibliothèque secrète. Plus de 1000 livres ont révélé ses obsessions cachées. Au printemps 1945, près de Berchtesgaden, dans une mine de sel, la 101e division aéroportée découvrit quelques 3000 livres. Après un long examen à Munich, qui dura jusqu'en 1952, les volumes furent envoyés à la bibliothèque du Congrès américain. Ils appartenaient à Hitler. Une fois sur le sol américain, ils furent à nouveau examinés. Ceux qui ne portaient ni sa signature ni sa dédicace furent intégrés à la collection générale. Des copies furent redistribuées à d'autres bibliothèques ou proposées au public via leur système d'échange. Au final, quelques 1200 livres furent entreposés. Ils y sont encore aujourd'hui, au 3e étage du Jefferson Building, sous une pancarte indiquant « Collection du Troisième Reich ». Les Soviétiques en conservèrent également des milliers d'autres, soit environ 10 000 livres, mais en raison du secret du régime, on ignore ce qu'ils en firent. On estime que la bibliothèque d'Hitler en contenait autrefois environ 17 000 exemplaires. Gerhard Weinberg, l'un des premiers à les analyser, a remarqué que beaucoup d'entre eux semblaient n'avoir jamais été lus. Nombre d'entre eux étaient des cadeaux d'auteurs et d'éditeurs, comme c'est souvent le cas pour les hommes politiques, et il n'y avait pratiquement aucune trace d'utilisation. Philippe Gasser et Daniel Mattern l'ont confirmé dans leurs recherches. En 2001, ils ont publié une liste de plus de 500 pages avec des transcriptions de dédicaces et des copies de l'ex-libri personnel d'Hitler, un aigle tenant une croix gammée sur une branche de chêne. Ce sceau résumait sa vision du pouvoir et du nationalisme. Parmi les titres, l'un d'eux se démarquait « Les tâches actuelles de la politique allemande » de Paul Lagarde, auteur nationaliste du XIXe siècle. Hitler y avait marqué de 2 lignes une phrase concernant la relocalisation des Juifs polonais et autrichiens en Palestine. D'autres livres portaient des marques similaires, des doubles, parfois des triples, des soulignements et des annotations au crayon de son écriture penchée. Il en lisait des fragments, les méditait et rédigeait de brefs commentaires. C'est ainsi qu'il construisait une partie de sa pensée à partir de cette bibliothèque. Certains exemplaires renforçaient son idéologie. L'un d'eux était « Le Juif international », un texte antisémite écrit en 1920 par l'homme d'affaires Henry Ford. Un autre, Une science raciale du peuple allemand de 1929, était l'œuvre de Hans Günther, un théoricien racial nazi qui s'est vendu à plus d'1 demi-million d'exemplaires. Il possédait également Germania, écrit en 98 après Jésus-Christ par Tacite, un classique qui idéalisait le peuple allemand et que les nazis considéraient presque comme une Bible.
Mais le plus utilisé, en raison d'une usure visible, était le manuel de poche sur les chars de Aigle de 1935 qui abordait le concept de la guerre éclair. Sa collection comprenait également des ouvrages sur des sujets ésotériques. L'un d'eux était une réédition d'un vieux traité d'alchimie du XVIIIe siècle. Ce type de document attira l'attention d'Himmler, commandant du camp d'extermination et chef de l'ordre teutonique. Bien que les nazis n'appréciaient guère les écrivains anglais, Hitler accordait une importance particulière à Shakespeare. Il possédait l'intégralité de ses œuvres en allemand, éditées par Georg Müller en 1925, reliées en cuir marron et portant les initiales A sur le dos. Son préféré était Jules César. Dans un carnet personnel, il avait dessiné la scène de l'assassinat au Forum romain. Il connaissait le texte par cœur. Il répétait souvent la phrase « Nous nous reverrons à Philippe » en guise de menace, recopiant l'avertissement du fantôme à Brutus. Il possédait également des classiques comme Robinson Crusoe et Don Quichotte. Il disait que chacun représentait une grande idée. Dans Robinson Crusoe, il voyait le développement de la civilisation. Dans Don Quichotte, la fin d'une époque. Son édition préférée était celle illustrée par Doré, avec des dessins du chevalier perdu dans ses fantasmes. Il s'est probablement arrêté plus d'une fois sur la scène où les livres sont brûlés. Numéro 1. Il craignait les attaques aériennes, même dans les zones reculées. Bien que ses bases fussent éloignées des grandes villes, il ordonnait toujours la construction de tunnels et de cachettes souterraines pour se protéger. Le plus célèbre était celui qu'il fit creuser juste sous la chancellerie du Reich à Berlin. Ce Führerbunker fut construit en 2 phases et devint son dernier poste de commandement. Il demanda également des structures similaires pour d'autres sites clés. L'un des plus importants était le projet Rize, dans le sud de la Pologne, avec d'immenses couloirs souterrains creusés sous les monts Hibou, près du château de Książ. Chaque abri suivait un plan similaire. D'épais murs de béton, des passages secrets et des sorties protégées. Il permettait de se cacher et de garder le commandement sans avoir à sortir. Sa peur des bombardements n'était qu'une partie de la raison. Il souhaitait également disposer en permanence d'un centre d'où il pourrait continuer à donner des ordres, même si tout s'écroulait. Son obsession pour la sécurité le conduisait à tout exiger. Sorties alternatives, tunnels camouflés, entrées cachées et filtres à fumée et à gaz. Il ne s'agissait pas de simples sous-sols. C'étaient de véritables centres d'opérations souterrains, avec salles de commandement, entrepôts, dortoirs, systèmes électriques et ventilation indépendante. Tout était conçu pour qu'il puisse continuer à fonctionner indépendamment de ce qui se passait à la surface. Ce type de construction témoignait de sa vision de la fin. Il voulait disparaître sous terre, continuer à tout contrôler, et que personne ne puisse le retrouver même si tout s'écroulait autour de lui. En examinant ces situations une à une, il apparaît clairement que ce qui était dit de lui ne correspondait pas à la réalité de sa vie quotidienne. Ses habitudes, ses gestes hors de vue et ses décisions privées étaient soigneusement gardés secrets. Ce qui était vu en public était préparé pour laisser une impression claire, mais sans tout révéler. Tout était planifié, ses lieux de résidence, ses accompagnateurs, ses paroles et ses non-dits. Tout obéissait à des règles établies. Ce qui ne correspondait pas à son image était éliminé. Au fil du temps, des documents, des souvenirs et des archives ont fait surface, révélant une autre facette de son histoire, une facette délibérément cachée. Ce qui semblait solide était en réalité un piège. Et si beaucoup de choses peuvent être reconstituées aujourd'hui, il manque encore des éléments. Des détails restent cachés et des pans de son histoire n'ont jamais été racontés.